L'équipe est au complet pour vous accueillir en cette nouvelle semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue donc sur votre plateau. Lorsque vous créez votre entreprise, à un moment donné, vous avez besoin de ressources humaines. Intervient donc peut-être le recrutement. Vous avez besoin donc que quelqu'un vous aide dans les différentes tâches, vous aide à obtenir ou à atteindre les objectifs. Mais comment procéder pour que votre équipe réponde à vos besoins? Nous vous proposons aujourd'hui là ou les méthodes avec nos invités que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. D'abord, je suis avec Émeric. Bonjour. Bonjour Brunel Ali aussi. Bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et ce week-end? Ça va. À pleine forme. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Oh, j'ai fait du sport. Non. J'ai fait du sport. Non, ça c'est pas évident. J'ai fait du sport. Je ne pense pas. Je vais voir si Est-ce confirme. Est-ce bonjour? Non, pas avec Eskil quand même. Vous avez fait le sport avec qui? J'ai fait le sport avec des amis. Est-ce bonjour? Pour mettre en pratique les notions d'Eskil. On imagine déjà ce que vous avez fait. Bonjour Brunel, bonjour le plateau et sans oublier nos chers téléspectateurs qui ne se lassent jamais de nous suivre. Comment allez-vous? Oh, trop bien, super bien. Oui. Trop, c'est pas bon non plus. Hein. Oui, mais pourquoi pas trop? Modeste, oui. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Émeric, Eskil et bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, on note quoi ce week-end? Rien de spécial, mais ça m'étonne qu'Émeric a fait du sport. J'imagine déjà ce qu'il a eu à faire. Il est très simple de passer à la vérification, c'est-à-dire qu'il va faire au moins 80 pompes. Non, mais c'est si simple. Pourquoi pas? Oui, très peu de temps normalement, oui, on doit pouvoir régler ça. Bon, on verra si... Il va s'arrêter au premier. Ah bon, non, il ne faut pas le sous-estimer. Allez, merci. Donc, faut prévoir quelque chose de spécial à faire un de ces week-ends que vous allez nous dire, parce que vous nous dites toujours qu'il n'y a rien de spécial. Bon. Nous inviter surtout. Oui, pourquoi pas. On est toujours ensemble ici. Voilà, on peut être ensemble ailleurs aussi. J'attends une invitation de Madame Modeste d'ici là. Très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons du recrutement. Peut-être avez-vous déjà participé à une offre d'emploi ou à un recrutement. Vous allez nous dire comment est-ce que ça s'est passé selon vos expériences, hein, parce que les expériences sont diverses. Le recrutement, est-ce que vous avez déjà participé à un appel de recrutement? Oui, j'en ai participé et je pense que c'est un processus par lequel il faut accéder à un poste au sein d'une entreprise. Donc, j'ai déjà fait cette belle expérience. Je l'ai déjà effectuée. Plusieurs fois? Bon, je ne dirais pas plusieurs fois. Deux ou trois fois plus. Oui, 2 ou 3 fois plus, pas plusieurs fois, 2 ou 3 fois plus. Si j'ai bonne mémoire. Hein. Très bien. Oui. Modeste, pas encore? Oui, je pense 2 fois et la première fois, c'était un peu bizarre parce que Ça intimide? Ça intimide. Parce que vous avez déjà des personnes qui sortent de la salle et vous leur demandez qu'est-ce qu'on vous a demandé, posé comme question, vous avez répondu quoi, et vous allez vers le recruteur, on vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas forcément de réponse, et surtout la partie on dit vous avez quoi apporter à notre entreprise. C'est là, ça saute de partout, on ne sait vraiment pas quoi, on essaie quand même de lancer quelque chose et pour voir ce que ça va donner. L'essentiel c'est que ça paie, Émeric. Oui, je pense que, comme l'a dit Eski tout à l'heure, le recrutement, c'est un processus normal pour toute entreprise, en tout cas qui veut de la main-d'œuvre, de la ressource humaine. Et quand vous vous retrouvez face à cette situation, d'abord, ça commence par le fait qu'on vous appelle. Dès qu'on vous appelle, déjà, le processus est enclenché. Et puis, vous vous rendez, il y a aussi, quand on parle de recrutement, il n'y a pas de recrutement sans entretien. Il n'y a pas de recrutement sans entretien d'embauche. Et l'entretien d'embauche aussi se prépare. C'est peut-être une autre thématique à part entière. Donc, je pense que, oui, le recrutement, j'en ai participé à quelques-uns. C'est vrai que c'était des exercices pas du tout, comment dit-on, pas du tout aisés. Hein. Je pense que déjà, à commencer par l'appel, vous commencez par stresser déjà. De toute façon, vous commencez pas à vous demander, mais qu'est-ce qu'ils vont me demander? Vous ne dormez plus pendant 2 jours avant d'y aller. De toute façon, vous appelez toujours 48 heures avant l'entretien. Donc, vous ne dormez plus. Vous commencez par se faire réfléchir sur ce
Comment ça va se Comment passer? ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous demander là-bas? Parce que comment dit-on, quand on parle de recrutement jusqu'à au jour de l'entretien, c'est une étape décisive. Qu'on vous retienne ou qu'on vous... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au recrutement, mais ne continue plus le processus. Absolument, donc je pense que oui, et c'est déjà là au niveau de l'entretien que tout se joue. Dès que vous arrivez à passer cette étape, je pense que le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus, comment dit-on, en fait, ça foisonne, hein, on ne fait plus trop forcément le recrutement, à moins que vous ayez quelqu'un, un ami ou une connaissance ça, qui on vous va dit, en parler aussi, voilà, qui vous dit, oui. viens, donc il vous connaît déjà, il connaît vos compétences, il connaît votre aptitude, donc il n'a pas forcément besoin de vous faire passer par un test de recrutement. Oui. Donc tout ça là aussi aujourd'hui, c'est à constater. Maintenant, quand on parle également du recrutement, il ne faut pas oublier que dès que vous avez l'emploi, dès que vous pouvez passer toutes les étapes et dès qu'on vous met à l'œuvre, on peut constater que ce que vous présentez, vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Donc, exactement. Donc tout ça là, voilà, à revoir. Très bien. Modeste, vous voulez réagir? Non. Ok, très bien. Alors, le mot du jour, justement, c'est recruter, Émeric. C'est bien sûr recruter, comme vous le dites si bien, et il faut dire que recruter s'écrit avec R-E-C-R-U-T-E-R. On parle bien sûr du recruter qui est un verbe transitif. Le premier sens qu'on donne au verbe recruter, c'est bien sûr engager des hommes ou des femmes pour former une troupe. Recruter des soldats, par exemple. Et les synonymes dans ce cas, c'est bien sûr enrôler, former, recruter une armée. Le deuxième sens qu'on donne au verbe recruter, c'est bien sûr amener quelqu'un à faire partie d'un groupe. Recruter des partisans, des collaborateurs. Le recrutement est une étape fondamentale et incontournable pour chaque organisme professionnel. Il s'agit d'un ensemble d'actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins d'une organisation pour un poste donné. Les synonymes du verbe recruter, c'est bien sûr attirer, découvrir, embaucher, employer, engager, enrégimenter, enrôler et incorporer. Et deux citations pour finir avec le verbe recruter. La première citation est un proverbe chinois qui dit qu'il est facile de recruter 1000 soldats, mais il est difficile de trouver un général. Il est facile de recruter 1000 soldats, mais il est difficile de trouver un général. Et la deuxième citation qui est anonyme, qui dit « Le seul moyen de se libérer d'un recrutement est de recruter. Le seul moyen de se libérer d'un recrutement est de recruter. » Très bien. Merci, Émeric. Merci également à Modeste. Je reste avec Esquil, qui sera d'ailleurs rejoint par d'autres invités pour la suite des discussions. Je vous retrouve donc un peu plus tard avec le message et bien entendu la pensée, l'humour et autres. Merci. À tout à l'heure. Voilà, je suis donc avec mes autres invités sur le plateau. Je voudrais vous présenter Aimé Juste Lefodi. Bonjour. Bonjour grande dame, j'espère que vous partez bien. Très bien, merci. Et vous? Super bien aussi. Merci de nous rejoindre donc sur ce plateau. Tout le plaisir est mien. Également avec nous ce matin, Justino Vieira, bonjour. Bonjour Morinade aussi, bonjour. Bonjour le plateau, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, la paix formidable. Ça fait longtemps, vous avez manqué sûrement aux amis téléspectateurs. C'est le plateau également qui m'a plutôt manqué, mais ce n'est pas un acronyme d'agenda. Et je pense que ça se reprend de plus belle. Absolument. Merci beaucoup. Vous êtes coach en management des organisations. Vous êtes également le directeur de CEPRIA. C'est une structure donc, qui est spécialisée dans le recrutement. C'est exact. Alors, nous parlons du recrutement aujourd'hui et je voudrais vous demander, je reste donc avec vous, Justino Vieira, à quel moment intervient le recrutement? Merci beaucoup. Je salue le personnel de l'ETD et en l'occurrence le directeur général pour le travail formidable que vous abattez pour informer les téléspectateurs. Vous savez, lorsqu'on parle du recrutement, il faut situer le contexte, il faut situer le cadre. Bien sûr. Qui parle de recrutement, parle de besoin. Oui. Parce que c'est une personne extérieure. Il faut que vous sollicitez pour venir mettre ses compétences, son expertise, son savoir-faire pour combler un vide. Alors, on dira qu'on recrute à partir du moment où un besoin est constaté. On ne recrute pas
par besoin de plaisance. On ne recrute pas par besoin de commodité, mais on recrute parce qu'un besoin est identifié et en réponse, pour combler ce besoin, il urge alors de faire appel à une personne inconnue au départ, mais vous estimez en vous engageant dans le processus de recrutement que vous choisirez la meilleure, la bonne personne, le profil attendu pour combler à bon escient ce vide. Très bien. Alors, Aimé Juste Desfodji, parfois on rencontre, ou plutôt on observe des structures qui ont peut-être besoin de recrutement, ou bien qui ont besoin de main-d'œuvre, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'y arriver, de le faire. Oui, comme mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, le recrutement intervient en fonction du besoin de l'entreprise. Maintenant, en fonction des besoins que vous avez, en fonction des charges et des ressources financières que vous avez à disposition, vous faites l'analyse pour voir si je recrute, je pourrais prendre réellement en charge le nouveau personnel ou celui que je viens de recruter. Ça, c'est important. C'est pourquoi, en parlant du besoin, j'aimerais revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure. C'est qu'il y a des entreprises qui ont un système de recrutement constant. On sait que chaque année, pour le développement de l'entreprise, on a besoin de 10 nouveaux personnels, on a besoin de 5 cadres. Et donc, constamment, le processus de recrutement est mis en place. Il y a même un chargé de recrutement dans l'entreprise ou le directeur des ressources humaines qui s'en charge. Quand ce n'est pas ça, et que vous venez de gagner un nouveau contrat, vous constatez par exemple que vous avez besoin de plus de main-d'œuvre, vous avez besoin de plus de personnel, que ce soit pour une période donnée ou pour une longue période, vous pouvez appeler ou vous pouvez faire une offre de recrutement. Maintenant, malgré qu'il y ait le besoin, pour votre question, si je suis entrepreneur, je suis propriétaire d'entreprise et malgré que j'ai le besoin, je constate que je n'ai pas les moyens nécessaires pour pouvoir payer celui ou le personnel, le collaborateur que je viens d'avoir, je suis obligé de ne pas recruter ou à la rigueur avoir la mauvaise foi d'exploiter les gens parce que ça se passe chez nous. Oui. Parce que je sais que je n'ai pas les moyens, j'ai besoin de quelqu'un qui a la licence en comptabilité, je demande peut-être un stage en comptabilité où je demande que la personne arrive et comme je sais qu'il y a du chômage dans le pays, je l'exploite en lui payant complètement en dessous de son mérite. Au lieu de lui payer peut-être 120 000, 160 000 en fonction de la grille salariale au Bénin, je vais lui payer peut-être 50 000, 40 000, 30 000 parce que c'est que, bon, il n'a pas autre choix en quelque sorte. Donc, ça arrive que les entrepreneurs fassent ça. Mais il y a d'autres aussi qui, dans leur, comment on va dire, diagnostic de besoin, font mal le diagnostic et qui recrutent, ou soit plus que ce qu'il en faut, et que par la suite, ont du mal à gérer. Ce qui doit permettre au départ de faire une analyse constante et véridique du besoin de l'entreprise, des moyens à disposition avant de pouvoir lancer un processus de recrutement. Très bien. Alors, est-ce vous avez peut-être un peu suivi les explications? Vous avez dit tantôt que vous avez déjà participé à quelques recrutements. Est-ce que vous en avez gardé une bonne, une bonne image, une bonne expérience? Oui, lorsque vous passez par ce processus pour accéder à une entreprise, quel que soit le temps, n'est-ce pas, que ça fera, que vous soyez encore toujours, faites toujours partie du personnel ou non, on a toujours, n'est-ce pas, ce que j'appelle on se rappelle toujours, n'est-ce pas, de cet entretien que vous avez eu avec votre le responsable, le recruteur. Donc, on a toujours, n'est-ce pas, on se dit, mais le jour-là, ça s'est passé tant, j'ai répondu à cette question, j'ai pu convaincre, n'est-ce pas, le recruteur. Donc, ça se passe toujours. C'est-à-dire que quand vous allez, mon exemple, le premier jour où je suis allé, on m'a appelé, c'est vrai, 2 jours avant, j'étais stressé. Oui, j'étais un peu stressé, mais le jour où je suis allé, on a commencé l'entretien, puisque je maîtrise ce que je fais. J'ai dit non, je fais ci, je fais ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Et quand ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, j'ai dit, mais il y a tellement de tout que je vais apporter parce qu'il y a de nouvelles idées. Donc, celui qui est recruté, quand il n'a pas de nouvelles idées, je crois sa chance s'amincit. Voilà. Moins. Voilà. Donc, il faut toujours se dire,
comment on l'appelle, qu'est-ce que je dois apporter de nouveau? C'est ça ce que les promoteurs recherchent. Qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous apporter? Donc, c'est un processus par lequel vous accédez à un truc là, mais comment y aller? Que faut-il dire? Parce que la posture, la manière de vous exprimer est très importante. Quelqu'un qui a la licence et qui n'arrive pas à s'exprimer de façon honnête, écoutez, sa chance claudique, comme ça se dit. Donc, oui, sa chance claudique, donc il risque de se retrouver. Donc, ça veut dire qu'en dehors, n'est-ce pas, des diplômes qu'on acquiert, il y a la façon de faire, la main que nous devons avoir avant de postuler, n'est-ce pas, à un recrutement quelconque. Avant même d'aller donc vers l'entretien où il y a plusieurs autres étapes qu'il faut obligatoirement passer avant, parce que c'est parce qu'on vous a retenu sur un certain nombre de choses qu'on vous fait appel. Alors, Justino Vieira, avant d'évoluer, aimait à parler d'un aspect, le fait de recruter plus que ce qu'il n'en faut, ou peut-être même se retrouver avec quelqu'un qu'il ne vous faut pas forcément. Comment alors faire un bon diagnostic de son entreprise, du besoin de son entreprise? Vous savez, une entreprise, la définition que j'apprécie le plus lorsque nous parlons de l'entreprise, c'est une organisation. Qui parle d'organisation, parle de préparation. Parle du pré et du post. Alors, l'entreprise en elle-même en tant qu'organisation sait à l'avance le nombre, le personnel qu'il lui faut. Le personnel, à ne pas confondre avec la ressource humaine. C'est deux choses différentes. D'accord. Le personnel. Pour le déroulement de notre activité, nous avons besoin d'un personnel de 30 personnes, 30 membres. Alors, il sait de façon fixe, de façon tangible, conformément aux différentes structures, conformément à la décomposition dans laquelle il met son entreprise, les personnes qu'il lui faut. À la comptabilité, il me faut 3 personnes, au service marketing, 2 personnes, au service administration, secrétariat, 1 personne, ainsi de suite. Donc, quand on structure bien les départements, on part d'abord du personnel par département pour en arriver au personnel global de l'entreprise. Première chose, lorsque je sais, je ne peux plus être a priori si je ne suis pas, sauf circonstances exceptionnelles, à la limite extraordinaire, je ne peux pas être au-dessus du nombre requis ou en deçà. Cependant, il y a des raisons qui justifient le caractère pléthorique du nombre de personnel. Première raison, les besoins de la plaisance, le relationnel. Lorsque je sais que je suis directeur dans une entreprise, quelqu'un m'appelle, tu sais, ton fils est à la maison. Donc, pour faire plaisir à cet ami, pour des services qu'il m'aurait rendu lui-même dans un instant moins un, bien dans les années récentes, parce qu'on a tiré les 4 coups ensemble, pour le contenter, je suis obligé d'accepter son fils ou son neveu, ainsi de suite. Ou bien, c'est mon épouse qui, pour régler des problèmes avec ma belle famille, je l'appelle et dis, bon, viens travailler avec moi. Donc, a priori, le besoin techniquement ne se constate pas, n'est pas là. Mais pour des raisons extra-professionnelles, je suis obligé de me retrouver dans une situation de suremploi. Première chose. Deuxième raison. Parfois, il y a la nonchalance. Je sais que pour le service comptabilité, j'ai besoin d'une personne, a priori. Donc, dans mon cahier de charge, dans ma planification de personnel, je sais que j'ai besoin d'une personne. Mais le recrutement ayant été mal fait, j'ai en face de moi un comptable nonchalant. J'ai en face de moi un comptable dont les capacités qui se font, qui donnent l'impression positive sur papier, dans la pratique, est tout autre chose. Ça se constate, c'est général. Donc, mais il me fait peut-être pour des raisons X ou Y, je ne peux pas le renvoyer. Je le maintiens et je me retrouve maintenant dans l'obligation de recruter quelqu'un d'autre pour le seconder. Donc, ça fausse déjà les critères de base. Parce que lorsqu'il n'est pas bon, normalement, rigoureusement, sans état d'âme, je dois le faire sortir du système. Je dois le faire partir. Mais je suis obligé de le maintenir, peut-être parce qu'il me rend un autre service extra, et pour des besoins personnels, je le maintiens sur place. Et comptabilité qui doit avoir une personne se retrouve avec 3, 4, 5 personnes et 6 personnes. Donc voilà les deux raisons générales. Cependant, ne perdons pas de vue qu'il y a une troisième raison. Troisième raison, c'est lorsque je veux soumissionner à des offres. Et on me pose dans le cahier de charge d'avoir un tel nombre tel nombre de personnel.
et de démontrer ça par des CV. Ah oui. Mais quelqu'un ne va pas accepter, venez jouer le Samalek, venez jouer le jeu, juste pour vos offres à vous. Pas du tout. Lui, il va vouloir lui-même quand même avoir une place. Au départ, vous allez le considérer comme personnel extérieur, mais toujours est-il fait partie du personnel. Parce que dès lors qu'il a un salaire, des rémunérations, il fait partie du personnel. Donc, ces cas de figure vous imposent et vous confrontent à des cas où vous pouvez avoir un personnel au-dessus du nombre initialement prévu. L'un mis dans l'autre, ça a beaucoup d'inconvénients. C'est ça. L'inconvénient majeur, c'est que ça déstabilise les finances. Parce que vous avez une masse salariale bien foncée. Et ça force le budget. Pas lorsque la masse salariale est trahie, n'est plus respectée, mais le budget est fixe. Ça vient alors créer une certaine décadence dans votre budget tout au long de l'année. Et vous-même, en tant que directeur, en tant que premier responsable, à la fin de l'année, vous allez constater que vous avez des problèmes de budget, vous avez des problèmes de finances, et vous allez commencer par tirer, resserrer tout dans la maison. Très bien, merci. Ce serait tard. Ça serait tard. Ce serait tard, parce que puisqu'on aurait pu éviter quand même. Oui. Aimé, vous voulez réagir? Oui, je voulais parler de la responsabilité de l'entrepreneur. Si vous avez une entreprise ou vous êtes appelé à gérer une entreprise, c'est parce que plus ou moins vous avez les qualités nécessaires. Et en la matière, même si les raisons sont vraies, on ne refuse pas la véracité des faits que vous avez évoqués ou des raisons que vous avez évoquées, mais cela remet en cause la responsabilité de l'entrepreneur. On ne crée pas l'entreprise pour la forme ou pour nourrir tout le monde ou pour faire du pour faire du social. Oui. Si vous voulez créer une ONG à caractère social, vous créez. Mais vous n'allez pas créer une entreprise qui est appelée à rentabiliser et que vous faites du copinage, vous faites de l'amitié ou de la familiarité dans le recrutement de votre entreprise. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que l'entreprise puisse être performante. Et là, si un jour vous mettez les clés sous le paillasson, sachez que la responsabilité vous incombe et que vous êtes le seul responsable de l'échec de votre entreprise. Absolument. Est-ce que vous en avez déjà observé parfois, peut-être là où vous êtes passé avant, donc d'être à votre... Une ou deux fois, là. Oui. Non, mais vous savez, nous avons ce problème en Afrique, où lorsque j'ai une entreprise, il y a la familiarité, le système. C'est une grande famille quand même, hein. Il faut contenter tout le monde. Non, en fait, c'est une grande famille, je suis d'accord. Oui. Mais cette famille ne devrait pas appartenir à la même famille ou à la grande famille. N'amenez pas votre cousin, n'amenez pas votre femme, n'amenez pas votre truc là. C'est vrai, il y a des exceptions où les cousins parfois sont excellents, sont irréprochables. Vous avez des femmes qui gèrent même mieux l'entreprise que l'homme. C'est vrai, il y a des exceptions, mais très souvent en Afrique, nous sommes confrontés à cette mauvaise expérience où on veut nécessairement faire plaisir, n'est-ce pas, au cousin, à son oncle, à son truc là. Et quand on recrute, n'est-ce pas, un neveu ou un cousin, etc., je vous assure que c'est de l'os dans la gorge, comme ça se dit. Ça devient difficile à gérer. Il arrive même que par les malversations, que ce soit financière, parce que ça dépend du poste qu'occupe, n'est-ce pas, ce dernier. Si c'est au niveau de la comptabilité, plus sensible, n'est-ce pas, au sein d'une entreprise. Si jamais les malversations financières commencent, ça veut dire que votre entreprise sera fermée d'ici là. Donc ça voudrait dire qu'il faut nécessairement faire beaucoup attention en matière de recrutement pour ne pas noyer son entreprise, parce qu'une entreprise, on sait ce que c'est, combien d'années ça a fait pour prendre corps, combien on s'est échiné pour que ça puisse prendre corps. Donc, nous avons la possibilité, nous avons comment on l'appelle, l'obligation de savoir faire le recrutement en fonction de nos besoins, de façon fondamentale, en fonction de nos besoins. Et ceux qui se désirent, comment on l'appelle, les postulants doivent être sûrs de leur talent, de leur capacité de rendre pour que le recrutement soit vraiment, vous soyez heureux jusqu'à la fin de l'entretien, parce que il ne suffit pas de postuler. Non. Qu'avez-vous comme bagage? Qu'avez-vous comme savoir pour être vraiment utile
à l'entreprise, pour faire décoller l'entreprise. N'allez pas là-bas pour les beaux yeux, n'est-ce pas, de qui que ce soit. Non, un de plus, je suis sûr que ce serait mieux. C'est pas que nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas recruter un membre de sa famille. Non, justement, merci. Si j'ai un cousin, un frère à moi qui est excellent, qui est bon dans son domaine, c'est avec fierté que je vais le prendre dans mon entreprise. Voilà. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais est-ce que vous avez ce besoin? Est-ce que celui que vous prenez, qu'il soit un parenté de la famille, que ce soit un ami ou quelles que soient les raisons, est-ce qu'il a les capacités nécessaires pour assurer ce poste? Est-ce que vous avez ce besoin? Et je vais jusqu'à dire, lorsque je recrute un membre de ma famille, je devrais même être plus rigoureux envers lui. Parce que c'est considéré que c'est un bien familial et que nous devons entretenir ça ensemble pour que ça puisse donner de bons fruits. Et donc, si je suis même à 15% ou à 80% rigoureux envers les autres, lui, je devrais être à 120% rigoureux envers lui. Parce qu'il doit travailler davantage. Voilà, lorsque vous commencez pas à faire ça. On commence à mêler la famille là, à ça. Voilà, et là, c'est le comble. Ils vont dire, mais il est trop méchant celui-là. Et mon oncle, là, vraiment, franchement, c'est pas la peine avec lui. Il y a une région de notre pays qui nous montre quand même l'exemple. Je ne veux pas c'était sur le plateau, mais sur mon regard, vous savez déjà de quelle région je parle. Lorsque vous allez, c'est une entreprise créée par quelqu'un de ces régions, du planton jusqu'au directeur général adjoint, pour ne pas dire au directeur général, c'est pratiquement la même région, la même ethnie. Mais pourtant, ça ne crée pas de dysfonctionnement. Et moi, en tant que coach d'entreprise et spécialité recrutement, je me suis donné cet agréable devoir d'aller chercher, d'aller fouiller pour voir comment l'ambiance de travail, la culture au sein de l'entreprise. Mais j'ai compris que c'est à cause de la fidélité, la crédibilité. Lorsqu'il achète un bic à 100 francs, il dit à son chef, je l'ai payé à 100 francs. Parce que dans leur culture, on est honnête. Donc, celui qui recrute son frère se dit, lui ne peut pas me tromper. Mais soit c'était quelqu'un d'une autre ethnie, d'une autre région, le bic est à 100 francs, il me dit, pardon, je l'ai payé à 200. Donc, première chose. Deuxième chose, il y a la dissimulation. Donc, chaque personne a des raisons. Mais quel est le phénomène courant? Et c'est ça que nous dénonçons sur ce plateau. D'où je rejoins mon ami. Notre coup de gueule n'est pas de fustiger, n'est pas de déconseiller. Mais vous savez, ça a des déconvenus qui fait plomber l'entreprise. Je donne un exemple. Vous avez prévu recruter un comptable. Et sur le terrain, pas besoin pour contenter des amis, ICY, vous vous retrouvez à 3. Mais le salaire que vous avez prévu pour la seule personne, vous êtes obligé de le diviser par 3, par 4. Et à un moment donné, le principal comptable a dit, je fais tout le travail, mais finalement, je suis moins payé. Les autres ne font rien. Ça, on a dit quoi? Vous commencez par faire accumuler des frustrations. Ça commence par créer des problèmes de cohésion sociale. D'où, si j'ai 3 comptables, je dois pouvoir payer, je dois pouvoir donner au premier ce que j'ai initialement prévu. Ce n'est pas dans son salaire initial que je vais diviser par 2 pour dire, mais tu sais, vous n'êtes pas seul. Hein? Il y a les 2 autres, je vais diminuer 5 000 dans son salaire. Non, ça ne se fait pas. Au Bénin spécifiquement, je dis toujours, et quelqu'un l'a dit avant moi, nous n'avons pas un problème de test. Lorsque vous prenez les tests prévoient le confort de l'employé. Vous prenez le code du travail, vous allez à la main d'œuvre, il y a le salaire, tout est prévu normalement. Mais lorsque vous venez dans la réalité, vous voyez que ce n'est pas respecté. Mais ce n'est pas la faute au chef d'entreprise. Beaucoup disent, c'est le chef. Non, il y a d'autres réalités que le chef d'entreprise ne peut pas expliquer à l'employé. Et parce que les chefs, son pouvoir discrétionnaire, son pouvoir arbitraire doit l'amener à trancher, parfois au prix, à la tête, au sacrifice de l'autre. Mais il ne le sera pas. Mais pour finir avec tout ça, simplement, donnons à César ce qui est à César, donnons à Dieu ce qui est à Dieu, et votre entreprise sera en paix, sans frustration, et tout se passera normalement. Très bien. Alors, parlons à présent des étapes du recrutement. Lorsque je ressens le besoin donc d'avoir 1-2 personnes avec moi au sein de mon entreprise pour travailler donc à atteindre les objectifs, à l'évolution même de l'entreprise, comment je m'y prends, Justino? Vous savez, nous avons dit que le recrutement commence par l'identification du besoin. Lorsque je sens un besoin, la phase du recrutement commence par là. Voilà, d'accord. Alors, donc, première phase, identification du besoin. À ça, qu'est-ce qu'on y associe? On y associe, vu le besoin, de qui ai-je besoin? Un homme, un moyen, un résultat.
vu le besoin, de qui ai-je besoin? La taille, ça nous amène à la mission. Parce que la mission de celui qui sera recruté sera de satisfaire le besoin. Oui. Donc, l'identification du besoin permet de formuler la mission. Et vous allez voir, lorsqu'on rédige un avis, on commence toujours par la mission. Donc, première chose, la mission. Mais à part la mission permet de voir le profil. La mission permet de voir le profil. J'ai besoin de quelqu'un qui pourra être un agent de terrain. Oui. D'où profil, savoir être un communicateur. Parce qu'il sera en interaction, en interconnexion, en interrelation avec le monde extérieur. Ce qu'on appelle communément chez des relations publiques. Ça veut dire que en voulant élaborer mon profil, je dis titulaire d'un master, d'une licence, d'un BTS en marketing communication. C'est un exemple. Mais la taille de la mission fait corser le profil. Lorsque je vois qui sera sur le terrain, mais les personnes qui veut rencontrer sont d'un certain niveau, j'élève moi-même le sont en mesure de créer, d'être en harmonie, d'être réceptif et d'avoir une bonne collaboration avec mes vis-à-vis, mes partenaires. D'où je peux dire, si c'est des personnes, je ne vais pas faire insulte, je ne vais faire offense à quiconque, mais d'un niveau relativement bas, je peux dire niveau BTS. Parce que son interface, c'est un niveau plus ou moins un peu basique. Lorsque le niveau est élevé, si c'est avec les banquiers, si c'est avec le service des impôts, si c'est avec mes fournisseurs à l'étranger, je ne vais pas dire niveau BTS, non. je dis niveau master. Oui. Donc, la mission, la taille de la mission permet de voir le profil. Donc, deuxième chose, le profil. Mais le profil, ce n'est que technique. Il y a ce qu'on appelle les soft skills, ce qu'on appelle les compétences psychotechniques. Et cela fait appel maintenant, troisième chose, les valeurs, les atouts. Donc, sur un avis, vous allez voir la mission, vous allez voir le profil, vous allez voir les atouts. Et comme atout, on peut dire maîtrise d'une langue nationale. Parce que je sais que la personne ira dans un milieu un peu rural. D'où il doit pouvoir communiquer avec le vernaculaire du milieu. Donc, autre chose, je dis quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui peut travailler sous pression. Parce que je sais qu'il peut arriver des moments où il sonne 18 heure normalement à laquelle l'employé est censé sortir. Mais c'est maintenant qu'on a des besoins de clients. Et lui doit pouvoir rester jusqu'à 0h, 1h, 2h et parfois même pouvoir passer la nuit. Donc voilà, ça rentre dans les atouts. Parce que le diplôme technique ne vous dit pas qu'il peut rester jusqu'à 2h du matin. Le diplôme ne vous dit pas qu'il peut braver la pluie. Il y a des gens qui disent que la pluie ne les tape pas. Mais suivant la mission, il dit je n'en ai pas besoin. Donc on met ça dans les atouts. Parfois, vu le client, je dis permis obligatoire. Parce que parfois, le véhicule est là, mais il doit pouvoir se déplacer. Donc, voilà autant de choses. Mission, profil atout. Donc, première chose, identification du besoin. Lorsque le besoin est identifié, il faut maintenant rédiger. Il faut maintenant lui donner une forme rédactionnelle. On parlera alors de la rédaction de l'avis. Donc, l'avis rédigé, c'est ça, nous voyons. C'est la deuxième étape. Un peu partout sur les réseaux. L'avis rédigé, il faut confier ça à quelqu'un qui est professionnel, qui est techniquement du domaine. Parce qu'on ne rédige pas un avis avec l'avis WhatsApp. Non, ça c'est un processus, je viens de vous le dire. On doit voir la mission, on doit voir le profil, on doit la date de mise en service, le milieu, ainsi de suite. Donc autant de choses qui sont obligatoires. Je dis que ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Alors, lorsque l'avis est rédigé, troisième étape, il faut la diffusion. La diffusion de l'avis. Mais dans la diffusion, il faut être un peu méticuleux. Selon le poste, selon la notoriété de l'entreprise, les voies de diffusion de l'avis doivent être sélectionnées. Vous imaginez une entreprise, un multi... Je suis à deux de donner le nom d'une entreprise, mais je me retiens pour que ça ne soit pas lié à la publicité. Mais une entreprise internationale, voilà, dont je vois l'avis de recrutement sur WhatsApp, test WhatsApp. Je dis, il faut se poser la question. Ce n'est pas une source crédible. Vu l'image, la notoriété, la taille de l'entreprise, cet avis de recrutement ne doit pas prendre par ce canal. Donc, le choix du canal détermine également la crédibilité, détermine également ceux à qui vous faites appel. Lorsque je veux des élites, je veux des intelligentsias dans mon entreprise, ce n'est pas sur WhatsApp, mais il faut aller dans les journaux. Il faut aller dans La Nation, il faut aller sur l'Internet, il faut aller sur des sites professionnellement indiqués, il faut aller sur des sites.
Donc, ça, c'est troisième chose, je parle de la diffusion. Oui. Quatrième chose, la réception des candidatures. Très bien. La réception. On réceptionne et dans la réception, il faut que le lieu soit clair. Un bon avis, on n'a pas besoin d'appeler pour demander où est-ce qu'on dépose. Non, ça veut dire que la rédaction est biaisée. La rédaction a été mal faite. Lorsque vous rédigez un avis, lorsque le candidat le prend, il doit pouvoir savoir où est-ce que je dépose. Normalement, jusqu'au dépôt, on ne doit pas appeler quelqu'un. Normalement, rigoureusement, jusqu'au dépôt du dossier, le candidat ne devrait pas, si tout est bien fait, appeler quelqu'un pour avoir des informations. Non, pas tout est sur l'avis. Donc, la réception. Mais lorsqu'on finit de réceptionner les dossiers de candidature, il y a le tri. Il y a le tri. Dans le tri commence par où? Selon vos canevas, vous pouvez commencer par étude de dossier, c'est les phases éliminatoires successives. Étude de dossier, vous pouvez prendre par entretien, vous pouvez prendre par composition écrite. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, je parle de tri de dossier. Et je finis en disant, il y a maintenant l'entretien, le choix du candidat et enfin l'intégration. Très bien. Alors, nous allons parler après des autres détails. Maintenant, revenons peut-être que Aimé et puis est-ce qu'ils ont des apports ou des réactions donc à faire sur votre développement. Vous avez parlé du besoin, de la rédaction donc du profil, plutôt de l'avis, de la rédaction de l'avis, de la diffusion, de la réception, du tri. Aimé, juste des fois, vous avez sûrement l'habitude de voir des avis de recrutement un peu partout. Hein. Ça ne manque pas du tout sur les réseaux sociaux. Vous, quand vous lisez, quel est votre premier regard? D'accord, je vais rapidement rebondir sur ce que disait mon cher ami tout à l'heure. Déjà, ça part du mot de recrutement, parce qu'il y a le recrutement interne et le recrutement externe. On va en venir au mot. Donc, le tout part de là. Mais dans la rédaction de l'avis, il y a obligatoirement les relations hiérarchiques que sera appelé à exercer ou à avoir le nouveau collaborateur. C'est primordial parce qu'il y a d'autres personnes en fonction des relations qu'ils auront avec leur hiérarchie vont postuler ou vont pas postuler. Donc à l'avance, on le prévient, tu seras sous le directeur des ressources humaines, tu seras sous le comptable en chef, tu seras sous le rédacteur en chef, ainsi de suite, avec la mission et comme il a dit. Maintenant, avec mon expérience, j'ai constaté plutôt que majoritairement, les avis sont mal rédigés, soit parce que le chargé du recrutement ou le cabinet ou le directeur des ressources humaines ne sait pas en réalité ce qu'ils veulent. Comment ça arrive que pour un poste, on demande un diplôme donné, on sait sciemment qu'on n'en a pas besoin, déjà, on prend ça comme critère éliminatoire, mais on sait qu'on ne veut même pas payer le tiers de ce que la personne doit prendre. On le fait sciemment. On met des années d'expérience, tout et tout, qui n'ont aucun rapport avec le poste qu'on veut offrir à la personne. Il y en a fréquemment, au fait. Il y a d'autres, vous n'avez même pas l'indication, ou c'est juste un mail, vous n'avez même pas les détails, ni un rapport à... Simplement, on dit, on veut une dame comme réceptionniste, contacter, si, au fait. Vous n'avez aucun détail et c'est sur le terrain, lorsque vous dérangez à vous déplacer ou à fournir les dossiers nécessaires, que vous vous rendez compte que mon cher entrepreneur ou mon cher responsable ne sait pas en réalité ce qu'il veut ou à jouer sur votre mental ou à jouer sur votre psychologie. Parce qu'on vous miroite dans l'appel d'offres ou comment est-on, l'avis d'offres d'emploi que vous aurez un poste bien rémunéré, un poste d'une telle valeur, mais sur le terrain, c'est complètement autre. Vous n'avez même pas les outils nécessaires, les instruments nécessaires pour travailler. Et c'est complètement, ou soit la vie est complètement en inadéquation, où on sait simplement qu'on a besoin de ci, mais on fait semblant d'utiliser d'autres profils tout simplement pour éliminer ce qui n'a aucun rapport avec en réalité le besoin réel de l'entreprise ou le besoin réel par rapport
à ce poste. Très bien. Alors, vous avez parlé donc de ces besoins réels quand on rédige l'avis ou d'appel d'offres. Ce qui est beaucoup plus remarqué aujourd'hui, ces dernières années, c'est le trop-plein peut-être de profils en la même personne. C'est-à-dire quoi? On veut qu'il soit capable de faire ci, de faire ça, en même temps, en la même personne. Finalement, bon, on demande à chaque personne d'avoir plusieurs codes à son acte. Ça seul justifierait le souci, ou plutôt ce qui est observé? Non, en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que la seule personne ne peut jamais tout faire dans une entreprise. Non, il est là pour une mission pour un poste bien déterminé. Et quand il vient, c'est pour faire le travail pour lequel il a été recruté. Donc, quand on demande, comment on l'appelle, au comptable d'être en même temps coursier et d'être en même temps, comment on l'appelle, chargé de communication, ce n'est pas possible. Il n'a pas appris. Non, il est là pour la comptabilité. Et c'est un poste spécifique, il est là pour ça. Et pourquoi ça se passe souvent? C'est pour juste réduire la base salariale. Parce que quand vous avez 50 entreprises, quand vous avez 50 personnes qu'il faut devoir payer, on se dit, mais bon, est-ce que toi, tu peux faire ça rapidement? Oui, bon, à la fin, je vais réduire, je vais arrondir ton salaire. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un problème d'adaptation. Il faut réellement voir quels sont les besoins et quel est le type de personnel dont on a besoin pour faire fonctionner une entreprise. La seule personne ne peut jamais tout faire. Quand il vient, c'est pour un travail spécifique. Et quand vous lui demandez de tout faire et qu'il n'arrive même pas à faire le 1, vous allez encore vous plaindre. En tant que, oui, c'est vous qui vous plaignez encore, mais celui-là, il ne fout rien. Mais allez voir tout ce qu'il pourrait vous lui demander à la fois. Donc, ça voudrait dire que c'est nous, bon, entrepreneurs, nous qui avons le plaisir, n'est-ce pas, d'entreprendre, nous avons encore le pain sur la planche. Et ceux qui sont en train encore de le faire, c'est vrai, c'est difficile. Parce que quand vous ne vendez pas, ou quand l'entreprise ne marche pas comme vous voulez, il est difficile de survenir aux charges, n'est-ce pas, de l'entreprise. Donc, il faut parfois, excusez-moi, faire du jonglage, comme ça se dit, faire du jonglage pour pouvoir subvenir aux besoins, n'est-ce pas, du personnel. C'est vraiment, entreprendre, c'est extrêmement difficile. Et ceux qui ont eu la chance d'être recrutés, c'est l'occasion peut-être de leur dire, mais écoutez, soyez vraiment utiles. Oui, parce que quand vous n'êtes pas utile, on vous injecte du système. Boîte, oui, du système. Et là, vous allez vous dire, mais c'est parce que, bon, il y a si, c'est pas, oh non, c'est parce que vous n'êtes pas utile. Quelque chose toujours de nouveau. Apportez quelque chose toujours de nouveau pour pouvoir être vraiment utile. Si vous n'êtes pas utile, bon, basta. On se passe de vous rapidement. Donc, très bien. Merci. Alors, avant de donner peut-être la parole à Justine, oui, ce que vous avez dit tout à l'heure avec sa réponse. Oui. Dernièrement, je crois il y a une semaine ou deux environ, j'ai vu une offre d'emploi. Oui. On demande à la personne d'être un communicateur, chargé de communication, qu'il ait le profil d'infographe, de graphiste, qu'il ait une formation en santé sociale. Voilà. Et par la suite, on ajoute qu'être jury serait un atout. Voilà. Mais là, je me demande, est-ce qu'on veut lui payer 1 million de francs CFA comme salaire ou qu'est-ce qui va se passer? En fait, parce qu'on va l'appeler communicateur de l'entreprise. Mais dans cette communication, il a tout ce profil qu'on veut exploiter. Certainement, c'est pourquoi on le lui demande. Oui. On suppose même que de façon extraordinaire que la personne ait fait toutes ces formations-là. Mais est-ce que dans l'entreprise, les conditions dans lesquelles on va le mettre, la rémunération va répondre à ce profil? Parce que si c'est formé, s'il a toutes ces compétences à son acte, c'est parce qu'il a dépensé, il a fourni d'efforts pour l'avoir. Et ça ne servira à rien que je vienne travailler pour vous, que je sois communicateur, que je sois infographe, graphiste, que j'ai une formation en droit, en santé sociale, et que finalement vous me remettez 100 000 à la fin du mois. Même si je n'ai aucun emploi, je préfère aller créer quelque chose et recevoir 500 tous les jours que de me laisser exploiter. Même avant cela, avant même d'aller à la rémunération,
même s'il avait la chance, n'est-ce pas, d'acquérir ces diplômes, vous êtes sûr qu'il pourrait en mesure d'exercer le tout en une seule fois? Non, ce n'est pas possible. Non, il ne pourra même pas. Est-ce qu'il sera aussi, comment je vais dire, avoir le rendement meilleur de chaque poste? Non, ce n'est pas possible. Voilà les erreurs que nous commettons parfois. Justine Obiang. Sur cette question, je vais dire quelque chose. Je suis de 2 casquettes. Oui. Ma casquette de chef d'entreprise, oui, et ma casquette de coach. Oui. Ce que nous disons tout le temps aux jeunes. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne et qu'on accepte. Je suis d'accord avec mes prédécesseurs, mais nous sommes à l'ère de la polyvalence. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, comme je l'ai dit. Nous ne sommes plus à l'ère de la spécialisation. Oui. Aujourd'hui, lorsque nous allons à des phases de recrutement, lorsqu'on prend le dossier, nous cherchons un comptable, et pas extraordinaire. On voit qu'il a un parchemin. D'abord, je prends mon propre cas pour ne pas paraître enseignant, pour qu'on dise que mais ce qu'il dit aux autres, est-ce que lui me fait? Moi, je suis diplômé en droit, oui, je suis diplômé en finance comptabilité, je suis diplômé en marketing communication. Je ne parle pas du coaching. Mais ce sont des codes que j'ai à ma guitare, oui, mais ça m'aide énormément. Et en retour, je le recommande aux jeunes que je coach, aux jeunes qui sont de mon centre. C'est pour ça que vous savez très bien. Pourquoi? Lorsque vous recrutez, on ouvre le dossier. On veut un comptable, mais pas surprise, on voit qu'il a un parchemin. Même si c'est Bac plus 1, je ne dis pas forcément licence master, mais c'est Bac plus 1 en droit, c'est un atout. On voit que la comptabilité, avant tout, c'est un droit. On parle du droit comptable. Oui. Ça veut dire que dans l'exercice de sa mission, s'il a des fiches de paie, ainsi de suite, il pourra trancher d'abord au sein de son bureau. Même si l'entreprise ne le sollicite pas de façon formelle, de façon spontanée, il pourra trancher. Sur des contrats, il pourra trancher. On n'a pas besoin de lui dire, vous êtes juriste, ce n'est pas un poste nommément à distinguer. Je prends le cas, par exemple, de celui qui a fait le marketing. Mais on ne peut pas faire du marketing et qui a fait du protocole. Lorsque vous allez à des événements, lorsqu'il a fait le marketing, c'est sa formation. Mais après ça, il y a les protocoles de formation, il vous montre un parchemin. C'est également un atout. Parce que sur des événements, il est mécanicien, mais son atout de protocole peut être spontanément sollicité. Je prends celui-là qui est graphiste. Au départ, c'est peut-être secrétaire. Mais on voit que dans son CV ou bien quelque part, il a mis, mais c'est 2 semaines de formation en graphisme. Une fois par an, je dis bien une fois par an, l'entreprise peut avoir des événements. Je dis une fois par an pour dire que ce n'est pas tous les jours qu'on va le solliciter. Bien sûr. Est-ce qu'on va recruter un graphiste spécialement et quelque chose qui se fait de façon une fois en passant? Oui. Non. Donc, lorsque vous avez déjà plusieurs codes autour de votre acte, ça vous donne un certain avantage et une longueur d'avance. Et dites-vous, lors des sélections, ceux-là sont toujours en avance sur les autres. Ceux dit le niveau requis, licence en comptabilité. Je ne parle plus de la comptabilité parce que c'est mon domaine. Vous avez conseillé que mes exemples sont plus près. Mais lorsque on voit qu'il a un autre parchemin, les 100 candidats en liste ont tous la licence, mais lui, il a quelque chose de plus que les 100. On le classe en avant. Mais si on ne le recrute pas, mais il est d'office dans la crème de la crème. Et chemin faisant, on va voir. Mais ça ne veut pas dire que dans la réalité, on le détourne de la profession principale pour laquelle il a été recruté. Très bien. Merci. En fait, je voudrais juste une précision. En fait, nous ne sommes pas contre le fait d'avoir plusieurs formations ou bien plusieurs codes à son acte. Voilà. Moi, tout ce que vous venez de voir, je le résume en atout. C'est différent. J'ai besoin d'un communicateur qui a. Merci. Ce sont des atouts. Oui, je suis d'accord. Il faut avoir plusieurs codes à son acte. Je suis d'accord. Mais lorsque vous recrutez la même personne, vous lui demandez de faire plus d'une chose ou à la fois. Non, il y a des atouts de façon spontanée. On peut vous solliciter. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais lorsque vous recrutez la même personne et que c'est la même chose, vous lui demandez 3 différents postes ou 4 différents postes à la fois, en même temps. Voilà. Et il y a aussi la question de temps. Parce qu'au cours de la même journée, on peut, pour le poste, comment on l'appelle, principal pour lequel vous avez été recruté, on vous commande ça. Et après 1 heure, vous n'avez même pas encore fini. Hein. On vous dit, puisque tu peux faire l'autre truc là-bas, est-ce que tu peux laisser ça, il va faire. Donc, c'est de cela il s'agit. Oui, de façon spontanée pour vous solliciter. Si vous avez votre master en communication, pour vous solliciter, il y a tel truc là. De façon spontanée, c'est possible. Oui. Mais dans certaines entreprises, ce n'est pas ce qui se passe justement. Oui, on vous exploite pour plusieurs postes.
et sans pouvoir vous rémunérer en fonction, n'est-ce pas, ce que vous faites. donc c'est ça le problème. Je pense que sur ce point, je suis d'accord avec vous. Il faudrait que l'employé lui-même qui est recruté fasse preuve de modestie et parfois s'impose. C'est le chef qui a dit, vous êtes recruté comme comptable. Principalement, c'est votre tâche. Ça veut dire que ça passe avant toute autre tâche. Lorsqu'on vous sollicite pour une autre compétence qui, a priori, n'est pas celle pour laquelle vous avez été recruté, lorsqu'il y a des tâches de comptabilité, je suis tête de dossier. Mais il faut que les employés apprennent à être, je ne dis pas imposants devant le chef, mais à se faire respecter d'abord eux-mêmes de par leur charisme. Aucun chef ne renvoie quelqu'un qui sait bien faire son travail, qui fait un bon rendement. Aucun. Parce que lorsqu'il sort de votre entreprise, il devient pour vous un ennemi non dévoilé. Parce qu'il va dire tous vos secrets. Il va dire donc, lorsqu'il est bon, le chef fait tout pour le garder. Donc, si vous êtes bon, je vous en prie, comme mon cher ami vient de le dire, il faut être bon dans son domaine. Si vous avez des atouts, faites-le valoir quand il le faut. Je prends un exemple. Nous, pour des cérémonies de présentation de vœux, on n'a pas besoin d'aller recruter un maître de cérémonie. Je le fais spontanément. Lorsqu'il arrive pour des événements où on a besoin, le service clientèle reçoit des clients, mais on a besoin de faire des démarches, je suis invité à la table du service commercial, mais je ne suis pas là en tant que commercial. Mais ce sont des apports et je me retire pour d'autres fonctions. Donc, je pense que ce sont des atouts et les chefs savent bien saisir ça. Ça me fait rappeler une histoire rapidement. Oui, en fait, il est difficile, il est vraiment même impossible aux employés, n'est-ce pas, de revendiquer leurs droits. Oui, c'est-à-dire c'est un mal dont on souffre dans ce pays. Vous pensez que simplement, c'est-à-dire, quand il te sent lésé, il a ce culot d'aller voir le truc et de lui dire, mais écoutez, ça m'est arrivé une fois, on m'a fait une défalcation sans me prévenir. Et je suis allé voir le chef d'entreprise, je lui ai dit, mais écoutez, j'ai remarqué ça sur comment l'appelle, la fiche de paie, mais que je n'ai pas compris. On me dit, bon, que c'est parce que vous n'étiez pas là tel jour. Mais je dis, est-ce que cela m'a été notifié? On me dit, non, bon, écoutez, et je dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Avant toute défalcation, vous avertissez, vous notifiez, n'est-ce pas, l'absence de cette personne à son poste avant toute défalcation. Il a dit, mais vas-y, claquer la porte. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, le processus est biaisé. Oui, c'est ça, nous avons cette maladie-là où on ne peut pas faire des revendications. Je suis désolé de dire à mon cher ami Justino que nous sommes au pays après tout. Et que chez nous, trouver un emploi est un luxe. On respecte et lorsque ce qu'on nous dit. vous avez l'emploi, vous faites erreur, quel que soit comment vous êtes bon. Même quand on vous taloche, écoutez. Quel que soit comment vous êtes bon, si vous faites l'erreur de le faire une ou deux fois, vous serez étonné de vous retrouver dehors. Merci. Je vous l'assure. Quand vous avez dit, quel que soit, quand vous êtes bon dans votre domaine, les gens sont super bons. Mais si vous ne vous entendez pas avec votre supérieur hiérarchique, il va vous mettre les bâtons dans les roues. Et pour une raison, pour une autre, on va vous renvoyer sans indemnité, sans rien du tout. Encore avec la nouvelle loi sur l'embauche, l'employeur peut décider du jour au lendemain de dire, cher ami, je ne veux plus de vous rentrer chez vous. Non, vous savez, les gens s'accrochent à des postes. On ne quémande pas un poste. Vous avez une dignité. Lorsque votre dignité est brûlée, je dis toujours aux gens, on ne rentre pas dans un bras de fer avec le chef. Lorsque vos droits sont brûlés, mais quittez l'entreprise. Pourquoi les gens s'accrochent à une entreprise comme on tient à sa maison familiale? C'est facile à dire. C'est facile à dire. On sait que pour pouvoir trouver l'emploi, je me suis dérangé sur des années, tracassé avant de trouver cet emploi. Ce qui me permet d'avoir 120 000, 150 000 à Cotonou pour nourrir ma petite famille. Je n'ai même pas réellement d'épargne ou de comment on appelle, de revenir à la banque. Je décide du jour au lendemain de me séparer parce que peut-être père de famille, on me maltraite, on ne me respecte pas au boulot. Comment les enfants vont mourir comment? Merci, c'est ça Nous allons y arriver, nous allons y arriver progressivement, mais il faut travailler sur cette psychologie que nous avons de penser que si je quitte maintenant, mon enfant, ma femme, maman, il faut travailler à ça pour ne plus s'accrocher, pour ne plus subir les caprices d'un chef. Alors, je vous propose de marquer une pause. Je vous propose de marquer une pause. Retour en plateau pour poursuivre nos échanges. À présent, nous abordons un autre aspect du recrutement. Il s'agit bien du mode de recrutement. Comment définir,
le mode de recrutement qu'il faut adopter. Vous avez commencé à dire quelques mots dessus tout à l'heure, Aimé. Oui, je parlais du mode de recrutement et majoritairement au sein de SAN2, il y a le mode de recrutement interne et le mode de recrutement externe. Interne pour dire tout simplement qu'on veut parmi le personnel, parmi les collaborateurs, quelqu'un pour être promu ou pour remplacer un employé qui serait admis à valoir ses droits à la retraite ou qui serait licencié ou ainsi de suite. Donc, dans le personnel disponible, on voudrait que si quelqu'un a ce profil, la personne puisse postuler à ce poste pour remplacer. Principalement, ça intervient dans quel cas? Au-delà du fait que quelqu'un aille à la retraite et autres, lorsque vous êtes au sein d'une entreprise, vous maîtrisez le fonctionnement, les rouages de l'entreprise, les responsabilités, les objectifs de l'entreprise. Donc, vous y êtes déjà habitué et vous savez plus ou moins comment ce poste ou tel poste est sensible, quelle est son utilité dans l'entreprise. Et donc, vous êtes déjà dans la moule, vous êtes déjà au sein de l'entreprise et vous fonctionnez déjà. Si vous avez ce profil donc exigé par l'offre d'appel ou l'offre d'emploi, vous allez donc postuler et à l'interne, on va choisir parmi le personnel disponible celui qui va désormais occuper ce poste. Maintenant, bon, il existe des avis d'appel d'offres mixtes, interne et externe. Oui. C'est qu'on lance, on donne la possibilité au personnel, aux collaborateurs de postuler, mais on donne également la possibilité à ceux du dehors, à ceux qui ne sont pas au sein de l'entreprise de postuler également, et par la suite, on va analyser, voir quel est le meilleur profil. L'interne aussi, si on lance l'appel et qu'on constate plus tard que le personnel à disposition n'a pas le profil requis ou n'a pas ce que l'on recherche, on peut passer d'une offre de recrutement interne à une offre de recrutement externe. Et externe, je crois qu'on l'a déjà déterminé tout à l'heure en parlant du fait qu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour venir travailler à l'interne. Ça peut être un collaborateur externe ou un personnel, un collaborateur impliqué à plein temps dans l'entreprise. Là, on fait l'offre d'emploi, on rédige ça et on publie ça à travers les différents canaux que nous avons eu à citer tout à l'heure en fonction de la sensibilité, de l'importance et aussi de la notoriété de l'entreprise. Très bien. Justino, quelque chose à compléter? Non, le seul complément, c'est d'être un peu plus spécifique au niveau du recrutement interne. Vous savez, ça intervient, le plus urgent, son importance, c'est lorsque le poste nécessite plus la phase de l'intégration. C'est-à-dire, il faudrait quelqu'un qui soit déjà social, qui soit déjà intégré, qui soit déjà connu, qui soit déjà habitué à l'ambiance, à la culture de l'entreprise. Là, c'est comme ça, c'est toujours mieux de prioriser le recrutement interne. Je donne un exemple. Quelqu'un qui sera chargé, par exemple, des dotations au personnel. Il faut qu'il sache d'abord en amont le personnel, leurs besoins spécifiques, les besoins de chaque poste et de façon concrète, les réalités de chaque poste. Alors, lorsque la relation est personnelle, vous avez plus à gagner si c'est quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, qui connaît un peu tout le périmètre, les paramètres de l'entreprise. C'est toujours mieux de faire recours au recrutement interne. Très bien. Alors, est-ce que le recrutement interne peut avoir des inconvénients? Oui, ça peut avoir des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le manque de challenge. Parce que lorsque c'est quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise et que il est redéployé à un autre poste, il n'y a plus de challenge. Celui qui vient nouvellement dans une entreprise vient avec le souci de bien faire, le souci de se montrer performant, de montrer qu'il est extraordinaire, que les plus grandes prouesses, les plus grandes réalisations, qu'il a de l'énergie. Mais celui qui était dans l'entreprise depuis 5 ans, depuis 10 ans, il n'a plus rien à démontrer. Il se dit, je n'ai plus rien à démontrer. C'est au contraire, pas je sais bien le faire comme Amila. Donc il y a l'absence de challenge. Et c'est une bombe à retardement. Ça peut déterminer sur le rendement spécifiquement à ce poste. Vous avez été bon à un poste X, mais vous pouvez ne pas être bon à un poste Y. D'où il faut être toujours dans un effort permanent, dans une quête permanente de performance. Donc, première chose, baisse de rendement, de challenge. Deuxième chose, c'est l'aspect routine. Routine dans le sens où, vous savez, il faudrait que l'employé, dans sa promotion, voit qu'il a un autre environnement, voit qu'il a un autre cahier de charge, voit qu'il a
tout est nouveau. Ils sentent le changement. Et qui sentent le changement réellement. Mais lorsque ce n'est pas fait, et c'est juste dans son département, peut-être qu'il était adjoint, et on le confirme. Bon, il était déjà dans ça, les tâches ne sont pas extraordinaires, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. L'inconvénient, on peut le dire également, c'est le fait pour l'entreprise de voir qu'il n'a plus une situation particulière à réserver. Il y a des gens, et ça se constate plus dans une corporation que je ne vais pas citer sur le plateau, ils sont promus, mais leur situation salariale ne change pas. Et depuis 10 ans, ceux qui gagnent en entendant la maison, c'est ça, ils gagnent toujours. Mais on dit chef, et parfois ils disent chef à la bouche, mais rien dans la poche. Oui. Peut-être. Certaines personnes refusent carrément les promotions. Refusent carrément. Parce qu'on dit, lui, il était là depuis 5 ans, mais sa situation, c'est toujours la situation n'a pas changé. Donc voilà les inconvénients. Et le chef ne sent non plus l'urgence, parce qu'il se dit, il est de la maison, Et lui-même, il n'a pas le coup de franche pour aller demander ou bien discuter. Je dis, tu ne vas pas demander ta promotion, c'est moi qui t'ai promu, donc tu restes tranquille, je vais revoir ta situation. Mais reste tranquille, tu verras, ça fait des années. Non, mais, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. Oui. Quand on dit entreprise, moi je considère déjà ça comme une famille professionnelle. Et que se passe-t-il souvent? Vous avez des gens, vous rencontrez peut-être des gens de mauvaises intentions, au lieu, n'est-ce pas, de se donner de façon honnête au travail. Ce sont des commérages, des mensonges par-ci ou par-là, qui ont une très très mauvaise habitude. Voyez-vous, une entreprise, c'est un lieu de travail. Et lorsque vous allez dans un lieu de travail, vous allez pour travailler. Et lorsque vous devenez handicap, ou vous devenez ce que j'appelle épine dans le pied des gens, ça voudrait dire que vous êtes personne au grata, comme ça se dit. Donc vous devez, au plan professionnel, être utile. Et dans la collaboration entre le personnel, vous devez être un exemple. Parce que vous pouvez être, comment on l'appelle, excellent. Au sommet, mais lorsque vous n'avez pas un bon comportement, lorsque vous n'avez pas un renommé digne, n'est-ce pas, un bon renommé, ça voudrait dire qu'une bonne renommée, pardon, ça voudrait dire que vous n'êtes pas un homme social, vous n'êtes pas accepté. On ne peut pas compter sur vous. Et du jour au lendemain, vous allez vous voir hors du système et vous allez vous dire, mais écoutez, bon, ils sont contre moi. Non, vous, quel est votre comportement? Ça me fait penser justement que dans les offres d'emploi, il y a inscrit que la personne soit de bonne moralité. Voilà. Mais c'est aussi difficile, compliqué de savoir si la personne est de bonne moralité ou pas avant de l'avoir... Non, c'est au fil, c'est au fil des mois. Même au cours du processus, déjà, vous êtes appelé en fonction du CV de la personne ou des références ou des écoles qu'il a eu à faire, à contacter certaines personnes, à vérifier si réellement, dans le passé, s'il a fait de stage, il a été membre du personnel, comment ça s'est passé. C'est pourquoi régulièrement, le chargé de recrutement ou le cabinet a tendance à contacter votre ex-employeur pour s'enquérir des nouvelles, ce qui s'est passé. Vous ne travaillez plus avec eux avant de vous avoir à disposition. Parce que les gens se sont vus renvoyer parce que oui, ils sont vraiment bavards. Oui, parce que il y a l'entreprise, il y a ce que j'appelle le secret professionnel. Il y a des trucs, quand vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dire... D'aller crier sur tous les toits. Sur tous les toits, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Le contrat, normalement, c'est inscrit. Dans certains contrats. Non, même le véritable, c'est pas le contrat. Non, ça part de la maison. Ces attitudes partent de la maison. Parce qu'à la maison, si vous êtes un homme insupportable, ça transparaît, même dans comment on l'appelle, dans le cadre professionnel. Donc, tout part de la maison. Et quand vous avez une bonne éducation de la maison, même dans l'entreprise, on sait que celui-là, il est bien éduqué, il est un exemple à suivre. Merci. Donc, c'est un peu ça. Vous avez posé la question de savoir, lorsqu'on parle de bonne moralité, comment ça se vérifie lors de l'entretien. Vous savez, l'entretien prend en compte 2 aspects. Le processus de recrutement, puis l'entretien, c'est le rendez-vous. Le processus de recrutement, je vais dire. Il y a les compétences techniques, il y a les compétences psychotechniques. Les compétences techniques reposent sur le poste, mais les compétences psychotechniques reposent sur la moralité, sur la conduite, ce que nous appelons les soft skills. Les soft skills se définissent comme l'ensemble des valeurs comportementales et éducatives. Et au-delà de tout,
vous ne savez pas le jury qui vous reçoit, qui s'entretient, vous ne savez pas qui est qui. Oui. Il y a parfois des chiromanciens dans le jury. Ceux-là qui ont pour métier d'étudier la personnalité des gens. Là, quand vous rentrez, eux, ils commandent à leur boulot depuis que vous rentrez. Ou parfois, même s'il y a des caméras depuis la salle d'attente. Oui. Donc, tout ça rentre en ligne de compte pour attester de la bonne moralité ou non. Ceci dit, il faut dire aux candidats, ne vous basez pas sur les compétences techniques. Celui qui a une compétence psychotechnique est facilement coachable que celui qui a uniquement des compétences techniques. Lorsque nous prenons des gens qui moralement sont des personnes qui sont bonnes moralement, en termes d'éthique, en termes de dynamisme, en un mot sur les compétences psychotechniques, facilement, vous pouvez lui inculquer des valeurs techniques. Mais c'est à dessein que pour des recrutements, on commence par les tests psychotechniques. Parce qu'il faut prendre par le fil des tests psychotechniques pour aller maintenant à la composition technique. Donc voilà un peu comment ça se passe lors des entretiens. Ça me fait rappeler une histoire. Une autre histoire. Oui, une petite histoire, j'espère. Du feu Baba Yabo. Il est allé pour un truc là de recrutement. On lui dit, mais derrière votre maison, vous voyez un sac rempli de billets. Et vous connaissez bien la personne, le propriétaire du sac de billets. Allez-vous remettre? Il dit, mais jamais, il ne va jamais remettre ça. Vous dites sac de billets, vous demandez d'aller rendre le sac de billets, jamais. On dit, mais voilà, vous n'êtes pas un bon employé. Il dit, mais basta. Si vous me recrutez, c'est bon. Si vous me recrutez, la lutte continue. Et ça a été un piège ailleurs. Oui. On veut recruter un comptable, vous avez l'argent de l'entreprise. Une petite anecdote. Vous avez l'argent de l'entreprise. Et à 3h du matin, votre enfant chauffe et vous devez aller à l'hôpital. Mais seuls les sous de l'entreprise sont avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Il a voulu être trop honnête, dit, je ne vais pas toucher. Il aurait pu dire oui, je vais toucher, puis se retenu. Mais on voit qu'un être humain ne peut résister. On parle de votre enfant. Mais lui, voulant se montrer trop honnête, il a dit non, je ne touche pas, je vais appeler, je vais demander de l'argent, je vais appeler tant. À 3h du matin. La preuve est que vous n'êtes pas sincère. Et il a été recalé simplement pour ça. Pourtant, techniquement, il est bon. Il est bon. Oh mon Dieu. Alors, justement, parlons à présent des pièges qu'il faut éviter ou bien qui doivent alerter lorsqu'on est recruteur ou bien encore lorsqu'on est candidat au recrutement. Sur quels éléments il faut avoir l'œil et donc faire attention. Je vais commencer peut-être par Aimé, étant donné que... D'accord. Déjà, je vais commencer par le candidat. Vous savez, lorsque vous êtes candidat à un poste, je crois que tout le monde le dit régulièrement, le tout part du CV et de votre sérieux à postuler à l'emploi ou à l'offre. Vous n'avez pas besoin d'être devant le recruteur avant d'être sérieux. Même votre sérieux dans la rédaction de la lettre de motivation est primordial. Les gens l'oublient souvent, on fait des lettres de motivation copie-collées avec des formules standards qu'on a trouvées quelque part. Je suis titulaire de ci, de ça. Au fait, vous allez pouvoir démontrer à celui qui vous lit, parce que ce n'est pas pour rien qu'on demande par exemple de signer au BIC. Cela permet d'imaginer votre sérieux, votre rigueur. Donc, la manière dont vous avez rédigé, la mise en forme de votre lettre de motivation, les erreurs qui peuvent figurer, permettent déjà au recruteur, en lisant la lettre de motivation, de savoir si celui-ci est sérieux ou pas. Déjà, ça donne une première impression. Parce que c'est votre témoin. En attendant peut-être que vous ayez l'entretien d'embauche, c'est le témoin qui va pouvoir dire « Ah, celui-ci peut être présélectionné » et on va voir par la suite. Le CV, au fait, que vous ayez tout à l'heure, il a dit marketing, comptabilité, droit. Quand vous voulez postuler à un poste précis, peut-être au niveau des études, vous pouvez mettre ces études, mais dans l'expérience, dans la rédaction, au niveau des compétences, vous deviez mettre que les atouts, les compétences, les expériences qui vont avec le poste pour lequel vous voulez postuler. Si vous voulez être journaliste ou un communicateur et dans le détail, vous dites que vous avez fait stage en comptabilité, vous avez été comptable pendant 3 ans. Je prends le truc, je dis le gars là, il se perd ou la fille là se perd, ou il ne sait pas où il va se retrouver ou pas. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Les CV passent partout. Ou je rédige une fois dès qu'on me dit, ah oui, j'ai mon CV ici. J'envoie rapidement par mail. Ne servent à rien. Vous deviez avoir la possibilité de modifier constamment et d'actualiser vos CV. Encore qu'il y a des méthodologies de rédaction des curriculums vitae. Il y a
des minimums à avoir. En fait, les gens ne relisent même pas. Par exemple, il y a des références que vous mettez. Vous mettez des références sur votre CV. Dans le domaine, vous êtes dans le domaine du journalisme. Vous mettez référence d'un docteur parce qu'il est connu ou d'un député qui est géographe ou autre. Il y a quel rapport? Le référent, la référence que vous avez mise devrait permettre au recruteur, s'il veut appeler, d'appeler, peut-être c'est votre ex-employeur, c'est votre rédacteur en chef si on prend le domaine du journalisme, ou peut-être c'est le chef service financier si c'est dans le domaine de la comptabilité ou autre, qui il va pouvoir appeler, dire ok, tel gars a déposé, il a dit, il est ci, il est ça, est-ce que c'est réel, qu'est-ce que vous connaissez de lui? Celui-là va pouvoir parler, témoigner de tout ça. Autre aspect et autre piège à éviter, nous oublions qu'en fonction de nos objectifs, il faut savoir se comporter dans la société et surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est primordial. Oui. Aujourd'hui, quand certaines personnes voient votre nom tout de suite, on va sur Facebook, sur Instagram, voir quel type de personne, on parlait de moralité tout à l'heure, quel type de personne vous êtes? Qu'est-ce que vous publiez? Quelle est la manière? Quels sont les commentaires que vous faites? Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont sadiques, qui sont très insolents dans les commentaires. Dans les échanges, oui. Et ainsi de suite. Quand moi, je veux quelqu'un de bonne moralité, ou je veux une femme dit ou un homme, et puis je vois ce que vous publiez, il y a des insanités, il y a des bêtises, il y a des conneries, tout de suite, vous êtes mis de côté, ou vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un de bonne moralité. On ne refuse pas aux gens de se distraire sur les réseaux sociaux, mais en le faisant, réfléchissez-y, en fait. Et aussi les comptes fictifs avec des noms bizarres, qui n'ont aucun rapport. On cherche aujourd'hui, on ne retrouve pas, finalement on retrouve avec un nom où on se demande... De la reine, ou bien le roi, ou bien encore autre chose. Bon, voilà pour le candidat. Oui. Maintenant, si je peux rapidement aborder celui du recruteur, il y a que vous deviez faire le travail aussi sérieux que celui qui veut postuler au poste. Par moment, on se dit, je suis un expert, je suis habitué, et donc on ne fait pas le travail nécessaire. Si vous êtes un cabinet aussi, vous êtes un chargé de recrutement, déjà vous deviez prendre réellement connaissance des enjeux du poste, des missions. Quel est l'idéal? Qui peut réellement assurer ça? Et donc, vous faites un travail préalable. Également sur le CV de la personne. Vous avez une copie du CV là et vous regardez les détails qu'il a donnés parce qu'au cours de l'entretien, vous serez appelé à lui poser des questions dessus. Et au-delà de ça, il y a aussi qu'il faut éviter les pièges liés aux questions interdites. Certainement, on y reviendra. Absolument. Alors, d'un autre sujet sur l'entretien d'embauche. Mais je commence à la suite de mon cher ami par le candidat. Il faut avoir une identité professionnelle. Parce que vous postulez à un recrutement sur la base de votre identité. Ce n'est pas votre nom qui importe d'abord. C'est qui vous êtes, c'est votre identité. Moi, souvent, pour prendre mon cas par exemple, sur mon CV, c'est manager des organisations. Je n'ai pas besoin de mettre comptable, juriste, mécanicien, communicateur, non. Je suis manager d'organisation, point. C'est mon identité, ça s'arrête là. Dans la mise en œuvre, mais je sais que pour exécuter cette mission, j'ai besoin d'autres appuis, j'ai besoin d'autres sciences, j'ai besoin d'autres éléments, notamment le droit, notamment le marketing, notamment la communication. Donc, ce sont des éléments qui viennent tenir mon identité principale, qui est le management des organisations. Mais vous voyez des CV, la personne, il vous liste tellement de titres, mais quand on voit ça, il se perd. Puis finalement, il est bon dans quoi? Il est architecte, il est graphiste, il est infographe, il est tout à la fois. Il fait tout à la fois. Donc, quand vous prenez déjà le visa le visa qui veut dire simplement l'entête, ce que nous appelons communément état civil, ça vous décourage. Donc, première chose, il faut avoir une identité professionnelle. C'est important. Deuxième chose, votre dossier vous représente. Votre dossier vous représente. Moi, je suis tellement tatillon là-dessus. Lorsque vous imprimez un CV et même l'encre n'est pas claire, ça fait déjà... Ce n'est pas de la rigueur et ce n'est pas de la méchanceté. Mais si vous négligez un dossier qui va vous donner la chance d'avoir un emploi, c'est que vous n'accordez aucun soin, aucune attention au travail lui-même. Parce que votre dossier fait transparaître qui vous êtes. Donc, il faut mettre tout le soin qu'il faut. Il faut respecter les interdits, il faut respecter la police, le caractère, ainsi de suite. C'est important, très très important. Troisième chose, lorsqu'on vous donne la chance de venir à un entretien,
habillez-vous comme un professionnel. Convenable. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Par défaut, on dit pour un entretien, il faut se mettre en costume. Par défaut. Mais si votre métier N'est pas ne vous à faire donne pas en de costume, venir en costume, mais venez en tenue de travail pour montrer que vous êtes vous êtes prêt à commencer. Moi, mon premier travail, je suis venu à l'entretien, elle a fait, m'a dit, vous commencez en même temps. Et si j'étais venu pour venir faire mon one-man show, un peu comme un spectacle, non. Vous venez dans votre tenue qui montre, il doit être. Imaginez le maçon qui vient en costume. Et s'il est retenu, on dit, commencez le travail en même temps. Ah, peut-être qu'il a un sac à côté. Vous venez, Oui. on voit que c'est un technicien qui est là. J'ai toujours un amour personnel pour une collègue à vous, qui tout le temps, moi je l'ai vu, je ne commence pas à venir avec télé, je la vois toujours dans une tenue de travail. Et même à l'extérieur, toujours dans une tenue de travail. Parce que vous représentez le travail partout. On n'a pas besoin de vous appeler intrinsèquement avant que vous nous répondiez. Vous Peu me trouvez importe quelque là où part. vous êtes, oui. Donc, venez dans votre tenue qui vous vend professionnellement. Ça ne veut pas dire que le mécanicien doit venir en blouson avec les huiles. Avec au cou. les huiles, Non, c'est pas ça. sur le Mais corps. comme ça qu'il est venu en professionnel. Donc, D'accord. deuxième chose, l'apparence. Parlons maintenant de l'employeur ou du Oui. recruteur. Oui. Lorsque le recruteur est en face d'un dossier, la première chose qui l'intéresse, c'est d'abord votre parcours. Votre parcours. Le diplôme, de moins en moins, il est vrai pour la recevabilité. Puisqu'il y a la recevabilité du dossier et il y a l'étude du dossier. La recevabilité, voici toutes les pièces sont dedans. D'accord, ça c'est la recevabilité. déposer. Vous pouvez déposer. Mais l'étude même, on commence par la compétence. Parce que 1000 personnes à la licence. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va plus regarder, c'est la licence. Mais Ce que vous votre faites, votre vous licence, savez faire. quel est le contenu de votre licence? Vous avez le master, quel est le contenu de votre master? C'est le contenu qu'on recherche. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant la cohérence dans les années. S'il y a des creux, pourquoi il y a des creux? Puisque vous n'êtes pas si endurant et là où vous étiez, on vous a donné 1 an. Donc, il faut éviter les creux dans les CV. Si tant est qu'il doit avoir un creux, oui. allez justifier ça quelque part. Mais montrez, au pire des cas, mettez compétences extra-professionnelles. Et D'accord. mettez le creux pour qu'on voit que, puisque on se dit, quand vous commencez, vous êtes tout le temps sur la route. Donc, on ne doit pas vous trouver absent. Si c'est que vous avez été malade, il faut trouver la formule pour le signifier. Pour le signifier. Aussi, sur la lettre de motivation, la lettre de motivation n'est pas la répétition du CV. On a bien dit motivation. Dans la lettre de motivation, vous vous vendez. Le CV dit ce que vous faites. Mais c'est dans la motivation que vous Que vendez vous votre dites. intérêt, votre capacité, ce que vous À pouvez faire, apporter. oui. Et c'est pour ça qu'il faut lire suffisamment la vie pour partir de la mission. Vous ne pouvez pas rédiger la lettre de motivation sans la vie. Puis c'est la vie qui vous donne ce qu'il recherche, la Ce mission que vous devez faire. et également les atouts. Donc il faut intégrer tout ça. Et il y a beaucoup qui sont attachés sous d'autres cieux. Le salaire est communiqué dans la vie. Oui. Vous prenez la vie, vous voyez en même temps le salaire. salaire, oui. Même au Bénin aussi, même si ce n'est pas commence, fréquent, on oui. remarque ça sur certains avis. Mais il y a des candidats, des recruteurs. Première question, seriez-vous prêt à travailler à tel salaire? Non. Le salaire est le dernier point qui est discuté lors d'un entretien. Je répète, le salaire est le dernier point discuté lors d'un Lors de entretien. l'entretien, oui. Entretien dont on va parler après. Merci, Justino. Alors, lorsque nous ne répondons pas forcément au profil, c'est-à-dire quoi? Vous voyez le profil demandé dans la vie de recherche, vous voyez le poste vous intéresse, c'est-à-dire les missions, ce qu'il y a à faire, ça vous intéresse. Mais votre profil n'est pas forcément en adéquation avec ce qui est recherché. Comment faire? Parce que beaucoup aussi se retrouvent dans ces cas-là. Comment faire? Oui, en parlant de pièges, ça me permet de revenir sur un piège qui est primordial, se vanter, plus que ce qui n'est en réalité. Il y a des CV où on met tout, je suis ci, j'ai eu tel diplôme, j'ai travaillé à tel endroit. Et même les attestations pour les prouver deviennent de plus en plus faciles. J'ai un cousin, j'ai un oncle qui a une On entreprise vous quelque part. délivre une attestation. Il me remet une attestation de travail de 2 ans et autres. Mais vous oubliez que si vous allez à l'entretien, vous pouvez être, comment dit-on, pris dans ce jeu-là. Mais au-delà, même si vous arrivez à passer les mailles et que vous devez travailler finalement, vous obtenez le poste, tout de suite on va constater votre incompétence. C'est pourquoi je dis, lorsque le cas de figure, le poste m'intéresse, mais je n'ai pas encore le diplôme qu'il faut, on peut éventuellement postuler.
on peut éventuellement postuler avec la vérité, ce que vous êtes et ce qui vous motive réellement. Dans la lettre de motivation, vous pouvez déjà notifier ça. Je suis motivé, je sais que j'ai les compétences nécessaires pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Peut-être j'ai eu l'habitude de le faire depuis l'enfance parce que mon père ou mon oncle a une entreprise. Cependant, j'ai pas le master que vous voulez, j'ai la licence. Et donc, dans ce développement, vous démontrez déjà que, au-delà de toutes les personnes qui ont le master, parce que c'est le profil que vous avez exigé en termes d'études, de niveau d'études, j'ai cette compétence-là de travailler que je suis disposé à apprendre davantage. Et lorsque c'est sincère et que le recruteur lit, par moment même, vous n'avez pas des postes ou vous n'avez pas des gens qui sont autant honnêtes dans leur CV. Et donc, on vous présélectionne et après, vous venez. Ou carrément même, vous pouvez aller à l'entretien d'embauche ou même on met votre CV à part lorsqu'on sera dans un besoin donné, on vous appelle, on dit à tel monsieur, vous avez postulé entre temps à telle chose, vous vous rappelez, non, nous sommes dans tel besoin, est-ce que vous êtes toujours disponible ou pas? Donc, c'est pas parce que peut-être j'ai pas le niveau d'études tout de suite que ça m'est interdit de postuler, mais je dois être honnête dans tout ce que je dois faire. Et même si j'ai le profil, comme on l'a dit, on ne doit pas se vanter, on ne doit pas mettre des choses ou des compétences qu'on n'a pas forcément simplement pour miroiter ou miroboter, comment on appelle, un meilleur profil au recruteur. Et finalement, ça donnera rien de bon. Très bien. Un petit complément, c'est que lorsque vous voulez postuler à un poste et après, techniquement, vous n'avez pas fait cette formation, il faut qu'on commence le CV par les expériences. D'accord, on renverse. Et vous voyez, c'est la preuve qu'il n'y a pas un format bateau dans la rédaction des CV. Et on doit obligatoirement commencer par le cursus académique. Non, parce que ce sur quoi vous voulez agir, ce qui va constituer votre appât, vos propres forces, c'est l'expérience. Donc, quand on prend le CV, vous commencez par les expériences et vous les détaillez. Parce que, autrement dit, votre CV sera fait à 90% des expériences. Et c'est peut-être à la fin qu'on voit dans le parcours académique, ah, mais le gars n'avait pas le diplôme requis. Mais vous êtes tellement occupé, le recruteur, son esprit sur les expériences, et même s'il ne sera plus très rigoureux, il ne sera plus trop exigeant s'il tombait subitement sur le fait que vous n'ayez pas la qualification. Très bien. Alors, dans quelques minutes, Modeste et bien entendu Émeric vont venir sur le plateau. Avant de partir, je voudrais quand même que vous nous racontiez un bon moment, le meilleur moment, pourquoi pas, si vous avez déjà participé à un recrutement ou encore si ça ne s'est pas très bien passé. À vous de voir, à vous de nous dire le moment qui vous a le plus impacté donc, pendant ce recrutement. Alors, est-ce qu'il... Oui, le moment qui m'a... Très rapide, hein, très rapide. Oui. Je me rappelle, j'étais à un entretien d'embauche et quand j'ai déposé mon CV, le promoteur me disait « Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Non, ce n'est pas votre CV qui m'intéresse. Venez commencer demain, je verrai. » Et c'est après une semaine, il m'a rappelé, il dit « J'ai vu ce que j'étais en train de chercher. » Et j'ai fait près de 2 ans, 3 ans avec lui. Oui, 2 ans, 3 ans avec lui. Donc, il nous arrive parfois comment on l'appelle, il faudrait nécessairement pas qu'on se base sur le cursus, n'est-ce pas, scolaire de la personne, mais sur l'expérience. Parce que dans les pays juste au Ghana à côté, quand on vous recrute, quand on veut vous recruter, ce n'est pas le papier. Mets-toi à l'œuvre, je verrai. Et c'est ça qui fait développer, n'est-ce pas, les pays. Vous allez voir, les pays anglophones se développent très vite parce que le système, ce ne sont pas les papiers. Qu'est-ce que tu sais faire? Merci. Oui, va et on verra. Et c'est en fonction, n'est-ce pas, de ce que tu produis que tu apprécies recruter. Merci. Voilà. Vous allez m'excuser. Bon, je vais peut-être répondre à la question, mais je vais essayer d'être un peu rapide dans ce que je vais dire. Parce qu'il y a des pièges que les recruteurs, surtout au Bénin, ont souvent et que c'est pas bien. On en a peu parlé parce que j'ai compris que c'est le temps. Mais vous allez à un entretien de recrutement où on pose des questions en rapport avec votre vie privée. Est-ce que vous êtes marié? Ah, vous avez une belle femme, mais vous avez un petit ami. Est-ce qu'il vous accepte de sortir? Dans le code de travail, c'est interdit les questions qui ont rapport avec votre vie privée. La seule différence, peut-être s'il y a ça a rapport avec le sexe ou l'origine
ou autre, c'est en fonction de la langue parlée ou peut-être du poste de responsabilité, on a besoin de la situation matrimoniale mariée. Alors, comme je l'ai dit, l'entretien sera objet de notre émission, certainement. Oui. Maintenant, expérience, je parlerai de 2 expériences rapidement. Premièrement, déjà, je vais à un entretien d'embauche, on me dit licence en finance et comptabilité. Et autre code à mon acte, je suis journaliste, communicateur, je suis juriste de formation, en plus de finance et comptabilité. On cause, on fait tout, ça marche, on dit ok, vous m'intéressez, je vais vous recruter, vous allez aussi être mon comptable, mais je vais vous payer 20 000 à la fin du mois. Voilà, J'ai souri simplement et puis je leur dis au revoir. Parce que si mes parents ont payé tout ça pour que j'ai ce minimum, je préfère dormir à la maison. Que d'avoir 20 000 francs. Aussi simple que ça. De la même façon, je suis allé à un autre entretien d'embauche. Ça, c'est dans le domaine du journalisme. On a discuté, on a dit, ah, votre CV nous a intéressé. Dans la pratique, vous avez fait quoi? On a fait une simulation tout de suite. On vous met dans les conditions d'un journal, vous commencez et autres. Et dans la pratique, on constate que vous avez les compétences nécessaires que vous avez mis sur votre CV parce que le CV a déjà attiré la lettre de motivation. Et donc, cette fois-ci, on veut voir si vraiment dans la réalité, vous savez faire tout ce que vous avez eu à dire. Et dès qu'à la fin, on dit, OK, vous nous avez convaincus, on vous prend. Merci. Super. Maintenant, vous n'avez pas fui à cause du salaire, là? Non. Cette fois-ci, non. D'accord. Justine? Nous, c'était lorsqu'on a eu une mission de recrutement, c'est Préa, bien entendu, et on déroulait, on recevait les candidats. On a fini les phases d'études de dossier, de composition, on était à la phase d'entretien. On a reçu une dame. J'en parle chaque fois avec tellement d'émotion. Oui. Elle nous a séduits. Parce que vous lui posez une question, elle vous parle de l'actualité. Non seulement ça montre 2 choses. Elle connaît son domaine, mais elle s'est liée à son domaine, l'actualité concernant son domaine. Donc, quand vous posez des questions pièges, elle vous dit, mais elle vous répond par un cas pratique. Si bien que si vous me recrutez, vous n'êtes pas cultivé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais elle se respecte tellement bien qu'elle a exigé, elle a imposé son salaire. Parce qu'il est venu où tout est conclu, on était prêt pour la recruter. Mais lorsqu'elle a entendu le salaire, elle n'était pas d'accord. Et on est reparti voir l'employeur. Oui. Et je vous jure, l'employeur était prêt. L'a reçu spécialement et le salaire a été revu à cause d'elle. Pour dire, quand vous êtes bon, même les sacrifices les plus impossibles sont consentis pour vous avoir dans l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, Aimé, est-ce que je vais vous libérer? Justine, on n'a pas encore fait le test Ta Culture qui est de mise désormais sur l'émission. Donc, votre mot de fin quand même avant de partir. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Je remercie ETD pour tout ce que vous faites pour promouvoir l'excellence et tout ce qui va avec. Merci. Je crois qu'on a parlé du recrutement aujourd'hui, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les chargés, les cabinets ou même les chercheurs d'emploi. Chacun a ses responsabilités et doit travailler davantage pour que les obligations et les droits soient satisfaits. Merci, Aimé. Est-ce qu'il... Oui, je dirais, pour conclure, que nous avons l'obligation d'être utiles. Parce que quand vous vivez, vous devez être utile, que ce soit dans une entreprise ou dans votre propre entreprise. Vous devez être utile. Et dans cette utilité, l'honnêteté doit transparaître, n'est-ce pas, dans votre utilité, ce qui permettrait d'avoir plusieurs chances et d'avoir plusieurs codes à votre acte. Et pour finir, si vous avez la possibilité d'apprendre 1000 métiers, il faut le faire parce qu'on ne sait jamais. Merci. Est-ce qu'il pose aux mains? Merci, Aimé Juste Defochi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve sûrement encore dans les prochains jours. Merci. Bonne suite de journée. Merci à partager et bonne continuité à vous. Merci. Parce qu'on va s'envoler. Voilà. Modeste, je vous retrouve pour le message. Alors, le premier message qui dit « Après obtention de mon bac, j'ai opté pour l'inspection de la police. Mais le jour où je devrais déposer mes dossiers sur les lieux, j'ai eu à constater la présence de plus de 1000 candidats. C'était à Parakou et cela m'a découragée. La seconde chose, c'est au niveau des aspirants. Ce jour avait été pour moi une journée très serrée et j'étais accrochée à mon cahier. Je ne sais lequel parce que j'avais besoin de travailler.
Heureusement pour moi, tout ce que j'apprenais était apparu et j'ai pu sortir la tête de l'eau. Mais malheureusement, nous sommes restés dans la liste noire. C'est un message de Soulé Bouhaï. Un second message qui dit « J'ai été recruté sur concours. Les désagréments, ce furent la constitution du dossier qui comportait près de 10 pièces, dont certaines difficiles à avoir. L'attente des résultats du concours était parfois stressant. » Un dernier message qui dit « J'ai été à maintes reprises à un recrutement. La ville de Cotonou est remplie de malhonnêtes dans le monde de l'emploi. Certains ramassent l'argent des jeunes, leur promettant leur trouver emploi et c'est du n'importe quoi. Ils lancent un recrutement, vous postulez. Une fois là-bas, vous faites un entretien d'embauche comme cela se doit, puis après on vous parle d'un frais. Je rends grâce aujourd'hui que moi-même je suis déjà à mon propre compte et je fais une session professionnelle, mais je ne prends aucun frais chez les candidats. Très bien. Alors, Justine, vous avez suivi un peu les messages. Lorsqu'il y a du monde pour un recrutement, on est découragé. C'est ce que je retiens. Le recrutement sur concours et également donc l'honnêteté ou la fiabilité de ces agences de recrutement. Je me penche sur le premier point relatif à l'effectif. Oui. Vous savez, lorsqu'on lance, tout le monde est dans la recherche, dans la quête d'emploi. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de manifestations, qu'il y ait beaucoup de dossiers d'engouement. Cependant, chaque dossier reste spécifique. Spécifique à travers la compétence, spécifique à travers les atouts, spécifique à travers les enquêtes de moralité, qui se traduit d'abord par la manière dont le dossier est présenté. Et plus le processus avance, cet effectif 1000 ou 2000 s'amenuise. On tombe jusqu'à 40, même parfois. Donc, et finalement, de 40, on vient à 20. On dit un jour, lorsqu'on a la chance d'être retenu, on dit au départ, sur 1000, sur 2000, c'est moi qui suis retenu. Donc, tout ça démontre de votre performance. Et ça ne devait pas vous décourager si tant est que vous êtes convaincu de votre capacité, de vos performances. Au contraire, ça devait être un champ pour démontrer votre savoir-faire. Merci. Sur le deuxième point relatif à ces cabinets de recrutement, bon, je suis désolé d'en parler, mais il y a de ces entreprises, de ces structures qui s'intronisent comme entreprises de recrutement, mais en réalité en font leur recette. Et ça leur génère très bien. La mayonnaise est très très bonne pour elles. Parce que beaucoup sont en train de chercher. Parce que beaucoup sont en quête d'emploi, on dit fois le dossier 2000, fois le dossier 5000. Cependant, on ne fait pas sa richesse au prix du malheur des autres. Il faut qu'ils comprennent ça et il faut comprendre que l'entreprise, avant tout, a une dimension métaphysique. Et à force de le faire, on se tue soi-même. Merci, Justine Vieira. Alors, la pensée de ce matin dit, la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. C'est une citation d'Henry Johnson. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Un mot sur ça, Justino? La première impression, vous savez, chaque personne montre son authenticité. Et lorsqu'on a une première rencontre, chacun vient avec toute la défense qu'il faut. Donc, lorsqu'on on s'affronte, pour le dire comme ça, et on ne s'apprécie pas, ça montre quand même de notre authenticité respective. Chacun montre à l'autre ce qu'il est réellement. Et si les impressions sont mauvaises, c'est la preuve de l'authenticité, parce que la vérité n'a jamais d'amis, a toujours des ennemis. Cependant, lorsque chacun prend du recul et analyse et autocritique, il se voit, c'est mieux d'être avec un ami sincère, mais qui me dit des mensonges et qui me dit des vérités, que d'être avec un ami qui me raconte tout le temps des mensonges et on se dit que nous sommes de bons amis. D'où les premières impressions sont toujours bonnes lorsqu'elles sont mauvaises. Mauvaises, oui. Émeric? Oui, je pense que surtout dans le cadre d'un recrutement, quand vous y allez, vous faites tout pour montrer quand même une bonne image de vous, même si vous ne l'êtes pas en réalité. Donc, oui, et dès que vous allez, en tout cas, vous retrouver dans ces genres de circonstances, c'est que les gens retiennent quand même une mauvaise impression de vous. Ça veut dire que c'est ce que vous êtes et c'est ça qui est collé sur vous. Et voilà. Donc, quand c'est bon, les gens ne s'y attardent pas trop parce qu'ils se disent que c'est tout à fait normal que tu donnes une bonne impression pour un premier contact. Modeste? Alors, ça me rappelle une phrase d'un professeur qui dit « Je ne ferai jamais une bonne deuxième impression ».
Donc, vous n'aurez pas la chance de faire une bonne deuxième impression. Oui. Simplement. Alors, il faut dire qu'Henry Johnson est un écrivain, journaliste, cinéaste et populiste français. Il est né le 6 mars 1900 à Paris et est décédé le 7 novembre 1970. Très bien, merci. Alors, nous avons encore 5 minutes pour tester ta culture. Alors, première question, donc on y va très très vite. Quel est le nom que l'on donne à un mandat qui dure 8 ans? 8 ans. On sait que quand c'est 5 ans, c'est quinquennat. Quinquennat. Oui. 8 ans, c'est... C'est pas 8 ans. Moi, j'ai cherché l'octennat. L'octennat. L'octennat, Là, je exactement. gagne. Alors, un héliciculteur élève quoi? Un héliciculteur. Oui, un héliciculteur. 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 Oui. Il élève n'importe quelle, dites-moi, proposition. Les insectes? Non, pas des insectes. Héliciculteur, c'est qu'il y a des hélices. Des escargots, des escargots. L'unité monétaire de la Guinée-Bissau, Le français va? le franc CFA. Le pays africain qui a pour capitale la ville de Kampala. Proposition. Kampala. C'est un pays que vous connaissez. Oui. Kampala. Capitale. Oui, capitale Le Kampala. pays commence par quoi? Oh. Ouganda. Ouganda. Alors, dernière question, 5e question. En anatomie, quel nom porte la cavité de l'oreille qui est fermée par une membrane? Ça, tout le monde le connaît. En anatomie. N'importe la qualité de l'oreille. Oui. Tympan? Le tympan. Merci. Eh bien, voilà. C'était pas compliqué, mais je voulais quand même que Justino Vieira Bon, ait finalement, une idée. je suis venu plus en mode école qu'en mode enseignant. Là, Une j'ai idée appris. de comment ça se finit désormais, notre plateau. On vous retrouve sûrement incessamment. Avec le Justino même Vieira, plaisir. merci. Émeric, merci. Modeste, merci également à nos autres invités. Est-ce qu'il et Aimé Juste Defoji, chers amis téléspectateurs, vous connaissez désormais les règles à suivre si vous êtes recruteur, également si vous êtes candidat à un recrutement. Comment est-ce que vous devez vous apprêter? Je vous souhaite une excellente journée et on vous retrouve très très prochainement.